Donc, tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous pour ce 4e rendez-vous du biodéchet. Je me présente, donc je suis Blandine Callier, je fais partie de l'équipe Green Creative. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Morgane Doria du groupe Paprec, Muriel Thué du syndicat mixte Tannes-Cernay, ainsi que notre partenaire Polytech, représenté par Alexis de Gérard, donc son directeur. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent à ce webinaire. Morgane et Muriel, vous allez nous partager votre vision sur l'entrée des collectivités territoriales dans la boucle du biodéchet. Puis Alexis clôturera ce webinaire en nous parlant du salon Polytech qui aura lieu le mois prochain. Donc, si tout le monde est bon, on va pouvoir commencer. Donc, je vous propose de commencer par une première question pour toi, Muriel. Ouais. Donc, pourquoi le syndicat mixte de Tannes-Cernay a entrepris le chantier de collecte de biodéchets autant en amont de la réglementation, et qu'est-ce qui a été moteur et déclencheur? Alors, bon, effectivement, on a mis en place la collecte des bio depuis le 1er janvier 2010 en porte-à-porte. Alors, les éléments déclencheurs moteurs sont différents. Enfin, le contexte a fait que, pour exemple, en 2005, on avait un incinérateur qui a été fermé. Ensuite, il fallait trouver des solutions pour réduire les déchets. Donc, les seules pistes possibles, c'était d'offrir des nouveaux tris aux usagers. Donc, on a eu une réflexion, nous, en 2009, on a mis en place une redevance incitative. La collecte des biodéchets est venue parallèlement parce qu'en plus, on a bénéficié, alors c'est le contexte départemental, le département du Haut-Rhin qui veut ça, on avait un soutien du département du Haut-Rhin pour des collectivités pilotes. Donc, nous, les biodéchets étaient à la fois une réponse pour pouvoir maîtriser les coûts, pour pouvoir réduire les déchets, proposer aux usagers un nouveau service, un nouveau tri. Donc, c'était vraiment, pour nous, c'était le bon moment que les bios sont venus. Et aujourd'hui, on n'en reviendrait pas. Hein. On est extrêmement content de cette solution. D'accord. Et du coup, pour quel système et dispositif de collecte le syndicat a opté? Alors nous, dès le départ, il faut savoir qu'il y a 11 ans maintenant, les dispositifs de collecte étaient quand même moins nombreux, moins variés qu'aujourd'hui. Nous, on était partis sur une collecte en porte-à-porte, tout simplement parce qu'on souhaitait optimiser tout le service, hein, puisqu'on est passé d'une tome à une redevance. Et donc, c'était vraiment le bon complément de faire une collecte en porte-à-porte pour capter aussi le maximum de gisements. Et donc, tous les foyers ont été dotés à la fois d'un matériel de pré-collecte, bioso, etc. On en parlera plus tard, il me semble. Et donc voilà, nous, c'était vraiment du porte-à-porte. Encore une fois, il y a 11 ans, l'apport volontaire, c'était assez balbutiement. On n'avait pas forcément des solutions qui nous convenaient à nous. Voilà, historiquement, c'était le porte-à-porte qui était choisi. C'est vrai que c'est un choix qui a été beaucoup fait par les collectivités qui sont des collectivités pionnières, j'ai envie de dire, celles qui sont parties dans ce genre d'optique. Et aussi parce que je pense que Muriel l'a très bien dit, le porte-à-porte a beaucoup été choisi par les collectivités dont l'objectif premier était bien de réduire la quantité d'ordures ménagères. Parce que clairement, en termes de taux de captation, il n'y a pas photo. Si on veut réduire la quantité d'OMR, le porte-à-porte va avoir un effet bien plus important. Donc nous, on a plusieurs collectivités qui sont parties avec un système en porte-à-porte. Peut-être on peut parler aussi d'une optimisation qui a été faite pour Tannes-Cernay, mais aussi sur d'autres collectivités, c'est la question de la fréquence de passage, parce que c'est souvent une question que se posent les collectivités. Oui. On passe en porte-à-porte, mais on va rajouter une collecte. Oui. En fait, comme le disait Muriel, quand on repense les choses complètement, on repense aussi cette fréquence. Et en particulier, le fait de collecter les biodéchets en porte-à-porte permet de passer les OMR en C05, donc une fois tous les 15 jours. Et pour Tannes-Cernay comme pour d'autres collectivités, ça peut permettre aussi de repenser la façon de collecter, notamment avec des bennes bicompartimentées. Et du coup, on a bien les biodéchets collectés toutes les semaines. Et puis, dans l'autre compartiment, une fois sur deux, les emballages et une fois sur deux, les OMR. Et c'est vrai que du coup, c'est un système qui permet, sans beaucoup de surcoût de collecte, d'avoir une très bonne captation. Ouais, je rebondis juste. C'est vrai que nous, on partait d'une collecte qui était en C1 ou C2 en OMR. Quand on a mis en place les bio, bien sûr, il y a eu une demi-collecte supplémentaire sur certains territoires, mais c'est vrai que ça nous a permis de maîtriser les coûts grandement. Juste en aparté, je sais pas, on n'est pas le département le plus cher de France. Hein, je vais pas affirmer ça, mais on est extrêmement cher en coût de traitement. On n'est pas loin de 200 € la tonne pour les OMR. Donc, vous imaginez bien que pouvoir mettre en place une collecte qui permet
diminuer les OMR, pour nous, économiquement, c'était aussi extrêmement important. Donc, oui, les bio nous ont permis d'optimiser nos fréquences de collecte largement. Et juste pour finir sur cette question de la collecte, parce que c'est vraiment quelque chose qui pose beaucoup de questions aux collectivités qui veulent se lancer. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas un seul modèle. Je veux dire, par là même sur un territoire. Donc, évidemment, il n'y a pas un seul modèle, on peut choisir plusieurs modèles, mais il y a aussi sur un territoire, il peut y avoir des stratégies différentes entre le centre-bourg, les écarts, les habitats verticaux, les habitats pavillonnaires. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'unique. Faut vraiment aussi s'adapter aux besoins et, comment dire, faire quelque chose d'équitable et souvent plus intelligent que de faire quelque chose d'égalitaire. D'accord. Vous avez quelques chiffres à nous donner sur ces volumes de collecte ? Alors nous, on est quasiment depuis 2010 en stabilité, on n'a pas de saisonnalité, on est à peu près à 60 kg par habitant et par an en biodéchets. Alors, on a une légère tolérance de déchets verts, mais quand je dis légère, c'est on tolère l'équivalent de 2 petits sacs compostables. On a des sacs de 7-8 litres, donc c'est ce qu'on tolère. Maintenant, il faut vraiment être derrière pour que justement cette tolérance soit respectée, parce que l'usager a parfois du mal et pense qu'il peut mettre du déchet vert dans le bio, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant donc de l'usager, au niveau de tout ce qui est sensibilisation, pédagogie auprès des citoyens, est-ce que cela a évolué ? Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen est plus mature pour la mise en place de cette collecte de ces biodéchets ? Je pense, et je sais que mon ancien président est présent, je vais le reciter, il disait toujours l'habitant est prêt, la population est prête, c'est souvent l'élu qui est un peu frileux pour partir. Il y a 11 ans, quand on est parti, alors oui, il y avait des questionnements, on ne va pas dire que tout était rose, mais in fine, les gens sont demandeurs. Je pense qu'il y a cette prise de conscience d'un retour à la terre, d'une valorisation matière. On voit l'appauvrissement de nos terres. Si on peut faire quelque chose pour nos terres, et je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience de l'usager. Après, si derrière, il y a aussi un petit gain économique, ne voilons pas la face, ça peut aussi être intéressant pour l'usager, mais ouais, c'est vraiment... je pense que les gens étaient déjà prêts il y a 11 ans, et je pense qu'aujourd'hui, ils le sont encore plus quand on entend l'actualité. Oui, tout à fait. Pour rebondir un peu là-dessus, c'est vrai que là, on est dans un territoire alsacien. Alors, il y a deux territoires sur lesquels ça a bien marché. Je le dis souvent, c'est l'Alsace et la Bretagne. Mais les Français ne doivent pas s'inquiéter, ça marche aussi en France. Non, mais voilà, au-delà de l'humour, c'est vrai qu'il peut y avoir des différences de territoire. Alors, il y a 10 ans, peut-être que tout le monde n'était pas prêt. Moi, aujourd'hui, je vois bien sur le terrain que les gens sont prêts. Et ce n'est pas juste moi qui le pense, c'est-à-dire qu'on voit plein de petits signes d'initiatives locales qui montrent qu'il y a un vrai engouement sur cette question du recyclage de l'organique. Et il faut être honnête, quand on regarde aujourd'hui notre poubelle, on a encore un tiers qui est de l'organique, un tiers de matière, ça veut dire qu'il pourrait être recyclé et qu'on va gaspiller dans un incinérateur ou dans un centre de stockage. Donc, c'est vraiment important et clairement, la population aujourd'hui est prête à ça. Ça pose des questions. Ça nécessite un accompagnement. Ça, je pense aussi qu'on peut le dire. Il ne faut pas négliger cette partie-là parce que c'est une collecte qui va être légèrement différente des autres, en ceci que quand on collecte le bac jaune, c'est un bac qui est propre et sec. Voilà, en tout cas, nous, c'est le terme qu'on utilise. Mais ce que je veux dire par là, c'est s'il reste une semaine de plus, ce n'est pas grave, il ne va pas se dégrader. C'est sûr que les biodéchets, c'est une collecte à laquelle on doit faire attention et on doit prendre certaines précautions, à la fois chez l'habitant et sur le circuit de collecte, et puis évidemment sur le centre de traitement. Donc, c'est des choses qui peuvent se mettre en place. Aujourd'hui, on a clairement la technique, beaucoup de technologies qui ont été développées, et oui, les gens sont prêts. D'accord. Et Muriel en parlait rapidement tout à l'heure. Donc, au niveau des méthodes de collecte, est-ce que vous avez un avis sur les méthodes les plus simples à utiliser entre les sacs Craft, les bioseaux ? Est-ce qu'il y a des méthodes plus faciles que d'autres à mettre en place ? Alors, nous, on a mis en place, et je pense que ça, c'est important de mettre chez l'usager, c'est le bioseau. Alors aujourd'hui, nous, on est parti, enfin, ça fait quelques années maintenant qu'on a un bioseau ventilé ou ajouré. Je pense que, voilà, magnifique. C'est vraiment le matériel qu'il faut mettre en place chez l'usager. Après, il y a deux écoles, le sac Craft, le sac compostable.
Nous, aujourd'hui, on est en compostable, mais je sais que d'autres collectivités sont en craft et n'en reviendraient pas. Pardon. Maintenant, nous, pour avoir échangé avec des collectivités qui sont en craft, on voit un peu des avantages chez nous, dans le sens où c'est un peu moins de manutention, moins de stockage, parce que les sacs craft, c'est quand même tout de suite beaucoup plus de place. Mais voilà, je pense que chaque sac a ses avantages et je ne vais pas prôner pour l'un ou pour l'autre. Après, peut-être que dans le futur, en fonction de l'évolution climatique, la culture et l'agriculture sera peut-être plus compliquée, donc les sacs compostables, peut-être. Mais je ne sais pas, je ne suis pas agronome. D'accord. Moi, je le suis. Non, mais nous, on a une position qui est un peu plus, comment dire, tranchée sur le sujet. Alors, on ne dit pas que le sac plastique biodégradable ne peut pas avoir des intérêts, mais il a, selon nous, suffisamment d'inconvénients pour qu'on ne le préconise pas. Donc, nous, très clairement, quand je dis nous, c'est la filière. Ce n'est pas juste Paprec, mais bien toute la filière de gestion des déchets. Donc, ça a été communiqué notamment par la FNAD et par Fédérec. On a une position assez forte qui indique que le sac craft est préférable. Je vais peut-être dire rapidement pourquoi, parce que c'est quand même important comme sujet. Le premier, c'est qu'un sac craft, c'est un sac qui est réellement biosourcé, c'est vrai qu'il est à partir de papier, et il est réellement compostable dans toutes circonstances. Enfin, je veux dire biodégradable, même dans toutes circonstances. Ce que je veux dire par là, c'est que les sacs compostables, les sacs plastiques compostables, ils sont compostables, ils ne sont pas méthanisables. Et ça, du coup, ça veut dire que si vous changez votre procédé ou si vous envoyez vos biodéchets pour une raison ou pour une autre dans une usine de méthanisation, en fait, le sac ne va pas être dégradé, vous allez le retrouver dans le digesta et donc il va se retrouver dans les champs sans être dégradé. Alors que le sac craft, lui, il est bien dégradé dans les deux cas. Et en plus, en méthanisation, il va même produire un peu de gaz, donc ça va être assez intéressant. Ce qu'on observe aussi chez les particuliers, et pour l'avoir moi-même testé, je peux vous le garantir, le sac craft est plus résistant. Alors c'est contre-intuitif, mais c'est pour ça que je le dis, je l'affirme, et vous pouvez le tester chez vous. Le sac craft est plus résistant que le sac plastique. Et ça entraîne plusieurs effets, notamment un gros effet pervers, c'est que les gens ont tendance à doubler le sac plastique. Donc en fait, comme il double le sac plastique, il va encore moins bien se dégrader, il va encore plus nous gêner dans les process. Finalement, il va coûter plus cher aussi à la collectivité. Parce que la collectivité va aussi regarder ça, et c'est complètement normal, surtout quand elle les fournit. Un rouleau de sac plastique peut paraître coûter moins cher qu'un rouleau de sac craft, sauf qu'avec les problèmes que je viens de vous dire, plus les problèmes de stabilité du sac, on se rend compte que finalement, tout compris, un sac craft ne coûte pas plus cher. Voilà. Donc, nous, clairement, on préconise le sac craft. On verra ce que l'avenir nous dira sur ce sujet-là. Et le dernier point qui est quand même important aussi pour les collectivités, c'est que le sac craft, ça a été démontré notamment en Italie, l'usage d'un sac craft entraîne moins d'erreurs de tri par le particulier. Parce qu'en fait, quand on a un sac plastique, on va avoir deux effets. C'est à la fois de ne pas se rendre compte qu'il ne faut pas mettre de plastique, donc ne pas mettre d'emballage dans son bio-seau. Et puis, quand on n'a plus de sac plastique, on va le remplacer par un autre sac plastique qui, lui, n'est pas forcément dégradable. Voilà. Je peux rebondir Bien sûr. Nous, ça fait 11 ans qu'on les a, mais il y a certains effets, je pense que c'est effectivement le cas. Après, nous, en erreur de tri, aujourd'hui, on a moins de 2%, donc je pense que ça s'entend aussi. Aujourd'hui, on est effectivement sur une plateforme de compostage, donc on a un autre traitement que la méthanisation. On est sur un territoire qui a un projet de méthaniseur. Je sais, j'ai déjà entendu des discussions à ce niveau-là par rapport au digesta, à voir dans le futur. Maintenant, moi, je ne vais pas jeter l'opprobre sur le sac compostable, puisqu'aujourd'hui, il est compostable, hein, il n'est pas, biodégradable, hein, il est compostable. Il est compostable, tout à fait. Après, il y a des façons, on peut l'écarter aussi. Hein. Enfin, voilà, faut pas on trouve toujours des solutions. Hein. C'est pas parce qu'on préconise une solution qu'on n'est pas capable de s'adapter à différents autres problématiques que peuvent avoir les collectivités. Tout à fait. D'ailleurs, au niveau des problématiques des collectivités et notamment de toutes ces collectes de sacs, on a des pré-traitements tels que le déconditionnement qui vont permettre de faciliter derrière la valorisation de la matière organique. Morgane, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment déterminer qui va réaliser ce pré-traitement, le déconditionnement entre le collecteur, la société de traitement des déchets ou le méthaniseur-composteur? On va avoir plusieurs possibilités. Aujourd'hui, c'est une filière qui est encore aussi en train de se stabiliser, de se créer et puis qui s'adapte à chaque contexte.
Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir à la fois des collectivités qui n'ont pas du tout de déconditionnement. Donc ça existe encore, voire aujourd'hui beaucoup. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est parce que les collectivités qui aujourd'hui font du tri à la source de biodéchets sont des collectivités qui sont parties il y a longtemps. Et ces collectivités, comme vient de le rappeler Muriel, en fait, c'est des collectivités souvent engagées avec des administrés engagés, et donc on a très peu d'erreurs de tri. Et quand on est dans ces configurations-là, nous on l'a dans plusieurs collectivités, donc il n'y a pas que le syndicat mixte Anne-Cernay, ces configurations-là, on n'a pas forcément envie de réinstaller un déconditionneur parce qu'on a peur du message que ça pourrait envoyer de justement faire moins attention au tri. Donc ça, c'est toute une catégorie de collectivités qui misent sur le fait que ne pas déconditionner peut au contraire bien envoyer le message que la matière doit arriver propre sur l'installation de traitement. Après, il y a d'autres cas de figure. Si je vais vous citer un extrême dans l'autre sens, il y a les grosses métropoles où là, pour le coup, on sait qu'on aura forcément quelques erreurs. Alors, ça peut être des erreurs des gens, mais ça peut être aussi parce que la poubelle, elle est sur la voie publique et puis que voilà, les personnes qui mettent dedans ne savent pas que c'est la bonne poubelle. Bref, donc sur les métropoles, on l'observe en France, mais c'est également le cas en Europe, on va plutôt avoir une tendance à l'extrême inverse à s'attendre à devoir gérer un panel assez important d'indésirables. Et dans ce cas-là, ce qui se passe souvent, c'est que par rapport à la question de qui, déconditionne, c'est souvent l'installation de traitement qui elle-même est possédée par la collectivité. Donc, la collectivité construit sa propre installation de traitement et, entre guillemets, le déconditionneur, qui est un affineur, on peut lui donner plein de termes, mais en tout cas, c'est intégré totalement à l'usine pour pouvoir effectivement écarter les indésirables qui sont liés à cette collectivité. Et après, il y a plusieurs technologies qui permettent de bien écarter l'intégralité des indésirables et des erreurs de tri. Et puis, entre ces deux cas-là, on peut avoir aussi des cas où, par exemple, un privé va avoir une installation soit de déconditionnement adossé à un site de traitement et va être en mesure à la fois de déconditionner des matières industriels, au sens industrie agroalimentaire, GMS, grande et moyenne surface, donc supermarché et restaurant, tout ça, mais aussi de proposer ces services en tant que traitement pour des collectivités. D'accord, très bien. Du coup, j'avais une question pour Muriel. Muriel, si tu avais un conseil à donner à une collectivité qui veut se lancer dans la collecte et la valorisation du biodéchet, tu lui dirais quoi? Allez-y. Non, je pense qu'effectivement, un peu tout ce qu'on a développé jusqu'à présent, c'est les gens sont prêts. C'est dommage qu'on incinère ou qu'on enfouisse des déchets qui peuvent faire un retour, faire l'objet d'une valorisation matière et d'un retour à la terre. Donc oui, pour moi, ça me semble indispensable aujourd'hui de trier à la source les biodéchets. Alors, comme l'a dit Morgane, ça peut être du porte-à-porte, ça peut être de l'apport volontaire. Nous, aujourd'hui, on teste de l'apport volontaire dans des quartiers parce que oui, il ne faut pas rester campé sur ses positions. Tout évolue, mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, moi, n'hésitez pas à nous appeler. On est toujours ouvert à vous expliquer, à être de bons conseils. Mais voilà, allez-y. Ouais, j'abonde. Allez-y et posez-vous, visitez, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus effectivement de collectivités qui sont parties avec des modèles très différents. Faites-vous votre propre opinion, c'est-à-dire, voilà, c'est pas parce calquez pas forcément un modèle sur votre territoire. Et puis surtout, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, voyez les choses globalement. Nous, clairement, on voit très bien que si on veut juste plaquer une collecte de biodéchets sur un système, et qu'on n'y croit pas vraiment, on va se retrouver avec des freins, des inhibitions. Alors que si on a une réelle volonté, qu'on suit la volonté des gens, qu'on a une volonté politique derrière et qu'on se pose des questions du coup, en se disant ma collecte de biodéchets, finalement, c'est aussi une façon de réfléchir à comment je gère mes déchets et c'est quoi les ressources finalement que j'ai et c'est quoi les déchets pour de vrai que j'ai. Je repense mes fréquences, je repense mes points d'apport, je repense ma façon de penser les choses. Et là, ça fait des réflexions extrêmement intéressantes, extrêmement positives et qui peuvent emmener tout un territoire
Et surtout, quand on se repose bien toutes ces questions dans cette globalité, on se rend compte que non, on ne va pas se retrouver avec un surcoût de malades, voire au contraire, on va réussir à contenir l'augmentation des coûts, parce que voilà, je vais mettre... Je vais vous raconter la fin avant le début, mais l'élimination va continuer à augmenter. Donc, il ne faut pas penser qu'il va se passer autre chose. Éliminer vos ordures ménagères et éliminer les déchets qu'on ne sait pas recycler, ça va continuer à nous coûter de plus en plus cher. Donc, trouvons les solutions pour qu'on ait de moins en moins de déchets à éliminer, de plus en plus de déchets à recycler ou de ressources à retransformer. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des territoires aussi comment dire, dynamique, positif et d'avenir. Merci Morgane. Merci Muriel pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez d'autres éléments que vous souhaitiez ajouter sur le sujet? Tout a été dit. Bon, super. Je propose, Alexis, de te laisser la parole pour que tu nous parles du salon Polytech qui aura lieu au mois d'octobre. Oui, tout à fait. Et je poursuivrai donc la conclusion en disant « et venez sourcer les solutions sur le salon Polytech ». Voilà, il y a effectivement beaucoup de sujets qui vont être abordés liés aux biodéchets cette année sur Polytech, qui est un des sujets focus de l'édition 2021 que je vais vous présenter maintenant. Je peux partager mon écran ou pas? Je vois que c'est désactivé le partage d'écran. C'est bon, là normalement, tu dois pouvoir. Yes. Voilà. Alors, désolé, cette présentation est en anglais parce que j'interviens beaucoup sur un périmètre international actuellement, mais néanmoins, je vais avoir la possibilité d'expliquer. Donc, Polytech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le salon international des solutions pour l'énergie et l'environnement. C'est un salon qui a 40 ans, qui a vu naître de nombreuses innovations dans tous les domaines et puis dont le secteur des déchets est un des secteurs historiques, au même titre que le secteur de l'eau à droite. On le voit en hall 6, et puis le cœur du salon, on va retrouver tous les sujets liés à la biodiversité, aux collectifs institutionnels, à l'énergie, aux villes durables, aux cités sols durées, aux cités sols et aux risques. Pardon, oui, bien sûr, certes. Voilà, donc Polytech, c'est en 2018 un salon qui a attiré 2200 exposants, 30% desquels sont internationaux et 70 000 visiteurs, voilà, avec 13% de visiteurs internationaux en provenance de 128 pays. En 2021, on attend une édition qui sera possiblement inférieure, mais néanmoins, dans le contexte actuel, qui sera de très bonne envergure, avec 2000 exposants qui seront présents et 28% d'entre eux qui seront internationaux malgré le contexte. La fréquentation en termes de visiteurs se présente bien, parce qu'on a déjà 9500 visiteurs qui sont enregistrés à ce jour, et 27% sont internationaux, incluant 9% d'Européens. Donc voilà, on voit qu'il y a une mobilisation forte sur les sujets de l'environnement, malgré un contexte qui a été compliqué en 2020 et 2021. Cette édition sera également la première édition digitale du salon, avec la possibilité d'assister à des conférences en live, à des rendez-vous d'affaires en digital, et puis à toute notre plateforme de contenu qui est accessible 365 jours par an, qui est notre plateforme Polytech Learn & Connect. Je fais un focus spécifiquement sur nos rendez-vous d'affaires. Pour ceux qui ne pourraient ne pas pouvoir se déplacer cette année sur Polytech, cette plateforme fait les mises en relation voilà, c'est la plateforme de mise en relation avec business de nos rendez-vous d'affaires. Donc, il y a déjà 47 pays qui sont enregistrés avec 435 participants. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, exposants et non exposants. C'est disponible sur site, en ligne ou en interaction à distance et sur Polytech. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin de semaine et après c'est fermé. Donc si ça vous intéresse, ne tardez pas. 5 focus thématiques pour Polytech en 21. Tout d'abord, on parlera beaucoup sur Polytech de la décarbonation de l'industrie et la manière dont l'industrie peut réduire son empreinte carbone, bien sûr. De la ressource en eau, hein, les sujets liés à l'eau sont de plus en plus prégnants, aussi bien sur la quantité d'eau que la qualité de l'eau liée au changement climatique. Les sujets de la biodiversité seront également particulièrement abordés, la manière spécifiquement d'aborder la biodiversité dans le modèle économique des entreprises.
Le traitement des biodéchets sera un des 5 sujets thématiques de cette année, les 5 focus. On parlera de la manière dont les biodéchets sont collectés, sont traités, sont retraités et toute la chaîne de valeur liée aux biodéchets. Voilà, de nombreuses conférences, je parlerai un peu plus dans cette présentation, et exposants traitant de cette partie-là. Et puis, enfin, de la lutte contre l'artificialisation des sols, la manière de lutter contre cette artificialisation, voilà, qui est au cœur des challenges du changement climatique aussi et de la biodiversité et de notre environnement naturel. Un point également sur voilà, Polytech 2021 verra naître un nouvel événement qui est pour nous une petite révolution, puisqu'on va lancer un salon qui s'appelle Polytech Mer et Littoral. C'est un nouvel événement pour nous qui va être incubé sur Polytech 21 avec un espace dédié, mais qui aura vocation à être un salon à part entière dès 2022 en région Atlantique, et on sera ensuite en alternance sur les régions Méditerranée et Atlantique. Dans le cadre de cette édition 21, on traitera plus particulièrement des enjeux de la Méditerranée dans un espace dédié, avec un espace de conférence et la présentation de nombreuses solutions liées à l'interface terre-mer. Voilà, notre objectif, c'est de faire véritablement, de mettre en avant l'ensemble des solutions marines et maritimes pour aller vers davantage de durabilité sur cet environnement. Un point sur l'innovation, parce que c'est l'ADN de Polytech. Donc voilà, on aura de nombreux espaces dédiés aux innovations. Tout d'abord, un espace Startup Hub qui est organisé par la métropole de Lyon. On aura une animation dédiée au petit cycle de l'eau, sur lequel je reviendrai, qui s'appelle le Water Hub. Et puis également de nombreux espaces Startup qui vont être disséminés dans les différents secteurs du salon. Donc on aura un espace Startup sur l'eau, un autre sur tout ce qui est énergie et ville durable, et un sur le secteur des déchets, et puis un sur le secteur de la mer et du littoral. Voilà. Donc, auparavant, le secteur des startups était regroupé. Là, on a préféré les intégrer davantage dans leur secteur d'activité réciproque et les démultiplier ces espaces. Voilà, j'ai déjà parlé de cette partie-là. Donc, on aura bien entendu notre traditionnelle session des Polytech Innovation Awards qui nous permet à chaque édition de présélectionner une vingtaine d'entreprises. Ces entreprises sont amenées à pitcher devant un jury de grands comptes et voilà, d'acteurs du marché de l'environnement. Et trois entreprises sont sélectionnées pour leurs innovations et bénéficient d'une mise en avant sur l'ensemble des supports de Polytech. Voilà, on a déjà réceptionné plus de 170 innovations, c'est plus qu'en 2018. La qualité des innovations est très bonne cette année, donc que ce soit quantitativement ou qualitativement. On voit que la période a été propice aux acteurs de l'environnement sur le volet de l'innovation. Un point sur l'international, on a aujourd'hui 560 exposants de 36 pays différents qui sont présents. Voilà, une liste non exhaustive. Donc voilà, on peut se réjouir que malgré les contraintes de déplacement, l'international soit bien présent sur Polytech cette année, avec de nombreux représentants, dont la Tunisie, qui est notre pays invité d'honneur cette année. La Tunisie qui a été sélectionnée pour ses enjeux très spécifiques en termes de besoins sur la ressource en eau, sur le traitement des déchets et sur ses besoins en énergie renouvelable et agriculture durable. Voilà, on est en contact depuis plus de 2 ans, enfin depuis 2 ans à peu près maintenant avec la Tunisie pour construire cette édition. Ils viennent avec un pavillon institutionnel et un pavillon d'entreprise du pays, avec un programme de conférence qui va être riche et une délégation de 80 personnes, donc ils sont très impliqués sur cette édition de Polytech, malgré les contraintes sanitaires, politiques et économiques qui leur compliquent un petit peu la vie, mais ils restent très engagés. Excuse-moi Alexis, je vois le temps qui passe. Est-ce que Super. tu peux nous faire un petit focus sur les conférences biodéchets notamment? Eh ben voilà. Voilà, merci. Voilà, et voilà, donc un petit focus sur les biodéchets. On aura une sélection, voilà, je vous ai fait une petite sélection de conférences qui est disponible sur notre site internet. Donc voilà, vous pouvez voir l'ADEME le 14 octobre à 15h55. On parlera du tri à la source des biodéchets. Où en sommes-nous en France? Quels enseignements des retours d'expérience à l'étranger? Biogaz Vallée le 13 octobre sur la gestion des biodéchets avec méthanisation et décentralisation. Voilà, une solution qui concilie économie et environnementale. Biogaz Vallée également sur les biodéchets et le gaz vert, la manière de créer de la valeur pour les territoires et les enjeux du déconditionnement des biodéchets. Voilà, avec l'intervention de Laurie, la présidente de Green Creative sur cette conférence.
Exactement, tout à fait. CVE, Forum déchets, 12 octobre à 10h25, valorisation des biodéchets, nouveaux défis et enjeux futurs. GRDF, le 13 octobre, la collecte des biodéchets au profit de la production des gaz verts, une expérience pour mesurer l'efficacité et bénéfices. Mavitech sur le forum énergie, sur un sujet qui concerne l'organic waste management. Et puis la tribune, 11h45, la gestion des biodéchets, quelle stratégie pour appliquer la loi efficacement sur les territoires. Avec des intervenants intéressants, Isabelle Pétiot, qui est vice-présidente de Grand Lyon, Mathilde Borne, déléguée générale du réseau Compost Plus, Véronique Berger, chef de projet déploiement de la collecte des déchets alimentaires de Grenoble à Métropole, et puis Nicolas Sénéchaud, directeur général des services SMIC Vert. Voilà, donc je conclue en disant ben voilà, ça fait dans ce contexte très particulier pour l'événementiel, ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette édition de Polytech avec toute mon équipe qui s'est donné beaucoup de mal, donc on espère vous voir nombreux et que vous apprécierez. Voilà. Merci Alexis. Je me permets parce que je pense que si tu es comme moi, tu ne lis pas les commentaires pendant que tu parles. Et donc, le réseau Compost Citoyen nous annonce dans les commentaires qu'ils ont également 2 conférences sur Polytech, dans le forum déchets et le forum agriculture et climat, sur la gestion de proximité des biodéchets. Et on attend 400 conférences sur Polytech cette année, et y compris sur les biodéchets. Je n'ai certainement pas pu tous les citer là. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc, j'ai fait une petite sélection, mais je vois que voilà, j'ai tendance à être bavard et à dépasser le temps qu'on donne, donc je n'ai pas pu toutes les donner. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, rubrique programmation. C'est plutôt bien fait. Vous avez la possibilité de faire des filtres en fonction des sujets et de pouvoir, de cette manière-là, faire votre sélection de conférences pour aller à Polytech. Et de même pour des exposants. On voit bien que c'est un vrai sujet d'actualité. Il n'y avait pas autant de thématiques biodéchets dans les années précédentes. Complètement. Voilà, il faut savoir que les focus thématiques de Polytech sont organisés avec notre comité d'organisation qui nous aide à identifier les thèmes majeurs pour chaque édition, et que le sujet des biodéchets est clairement sorti comme un focus que nous devions faire cette année. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci Morgane, merci Muriel, merci Alexis d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui, et merci à tous les participants pour vos commentaires, vos questions. Vous allez recevoir par email un lien replay que vous pourrez partager à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, et dans lequel nous répondrons aux questions qui ont été posées donc, pendant ce webinaire. Et donc, un petit dernier mot aussi pour remercier donc, tous nos partenaires, donc le pôle Team 2, donc Polytech, le groupe Paprec, Biogaz Vallée et RISPO. Donc voilà, merci à tous pour votre présence et à très bientôt.